Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Histoire d'entrepreneur et on retrouve aujourd'hui Vincent Michaud qui va nous parler un peu de son parcours, de ses investissements, qui est du côté immobilier. Je te propose pour commencer déjà de nous parler de toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors je m'appelle Vincent effectivement et je suis salarié dans le secteur du privé, plus précisément dans le domaine de la banque et assurance. Et depuis 5 ans maintenant, j'investis en parallèle principalement dans l'immobilier, d'où notre discussion aujourd'hui, toujours en parallèle de mon job à temps plein. Donc je mets un gros focus sur comment s'organiser au quotidien pour essayer de gérer ces deux activités, essayer de faire avancer ces projets tout en ayant des réunions le mardi matin par exemple. Je comprends. Et alors, donc dis-nous en plus, tu fais quoi comme job exactement? Alors je suis consultant, je travaille dans le conseil, dans le secteur de la finance. Donc je conseille des directions financières et réglementaires sur des projets un peu techniques et réglementaires pour des banques et assurances. Concrètement, elles travaillent sur des rapports financiers et réglementaires qu'elles doivent produire chaque semestre et chaque trimestre à remonter aux autorités européennes. Et aujourd'hui, c'est une activité qui est très chronophage pour ces structures. Donc je les aide à se structurer pour que ce soit produit de manière plus efficiente avec un bon niveau de qualité de données. Ok, ça a l'air d'être un job qui doit te prendre pas mal de temps. Si tu es là, c'est bien entendu parce que tu es investisseur. Dis-nous-en un peu plus sur tout ça. J'ai commencé il y a 5 ans à m'intéresser à l'immobilier grâce à mon colocataire. J'étais encore en colocation, je venais de commencer mon boulot, je sortais de la vie étudiante et finalement au bout de quelques mois je me rends compte que le job de salarié c'est vite une routine. Et j'avais envie de casser cette routine et donc plutôt que de jouer à FIFA avec mon colocataire de l'époque le soir, on a décidé de commencer à regarder des vidéos sur l'immobilier. Et de fil en aiguille, on s'est renseigné, on a appris, puis au bout de quelques mois on a fait des visites et on a même conclu nos 2 premiers achats ensemble en association. Ok, et ça s'est fait sous quel timing à peu près entre le temps où vous avez commencé à regarder les vidéos et le premier achat? Je dirais environ 6 mois. Okay. 6 mois où on a franchement passé pas mal de temps sur YouTube aussi à regarder des vidéos. À l'époque aussi un peu Instagram et beaucoup de sites internet aussi. On a pris quelques rendez-vous à l'époque avec des professionnels, des experts comptables et des avocats parce qu'on avait des questions assez précises. On était d'un naturel très prudent et donc il s'est passé à peu près 6 mois d'études théoriques avant de commencer à passer sur le terrain et d'enchaîner les premières visites. Ok, et donc lui il est dans le même job que toi? Ouais, en fait on a 2 parcours vraiment similaires. Il a un profil ingénieur comme moi. En fait on s'est rencontrés en école d'ingénieur et après on a des parcours de vie très similaires. On a fait à peu près le même boulot. Par un concours de circonstances, on s'est retrouvés colocataires. Et donc on faisait le même boulot, on avait les mêmes horaires. Et la vie dupliquée quoi. Exactement. Et même fait pour marcher. On a exactement le même âge à 15 jours près. On a grandi dans le sud de la France tous les deux. Et finalement on a un peu cette même vision de la vie, les mêmes ambitions. Et on s'est rejoints à ce moment-là. Et plutôt que passer les soirées à jouer à la console, on s'est motivés ensemble sur ce sujet-là. Ok, excellent. T'es en coloc, tu te dis je vais investir, tu passes à l'action et tu t'associes également. Et donc là, t'es rentré, t'as mis le pied dedans dans la grande aventure. Et donc dis-nous un peu qu'est-ce que tu as pu faire comme projet immobilier pour se rendre compte du chemin parcouru. Alors à cette époque, on est en 2018, ça fait donc 5 ans aujourd'hui. On a commencé par faire nos consultants parce qu'on était tous les deux consultants et donc poser nos critères sur des feuilles Excel et des PowerPoint pour voir exactement où est-ce qu'on voulait partir, orienter un peu notre prospection, etc. Et donc on a enchaîné des visites dans un secteur assez précis, puis on a conclu assez rapidement 2 projets en association, donc directement en SCI. Et puis de fil en aiguille, après j'ai souhaité aussi répliquer ce schéma-là, mais sur des projets plus personnels. Donc j'ai créé d'autres structures et j'ai continué à investir dans l'immobilier. J'ai fait des projets assez variés. On a commencé sur la colocation, mais après j'ai fait d'autres types de projets. Des projets de location meublée. Bon, on va avoir besoin d'un peu de chiffres, donc je te propose que tu nous expliques un peu dans l'ordre ce que tu as acheté, que tu nous donnes de la matière. En 2018, on a commencé par 2 projets de colocation. Il y avait un appartement de 75 mètres carrés et un appartement de 140. Dans l'appart de 75 mètres carrés, on a fait 3 chambres. Et dans l'appart de 140, on a fait 6 chambres. Donc là, on est sur une belle colocation. Belle coloc pour démarrer, c'est quand même déjà assez intense. C'est un projet ambitieux, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, puisque chaque chambre était louée et est toujours louée 400 € par mois. D'accord. Donc on est tout de suite sur 2400 € de loyer par mois. Et à l'époque, on avait obtenu un crédit sur 25 ans sur une SCI. Donc des mensualités d'environ 700-800 € pour un loyer à 2400. C'est violent. C'est beau. C'est plutôt pas mal. Ça laisse pas mal de marge de manœuvre pour faire un petit peu de cash et pouvoir enchaîner sur d'autres projets. Tout dans le nord, dans le sud, Île-de-France? On est dans un rayon globalement de 2 heures de Paris. On habite tous les deux en région parisienne et ça nous permettait de pouvoir nous déplacer assez facilement, ne serait-ce que sur un samedi, pour faire la prospection, le suivi des travaux, etc. Ok, d'accord. Donc là, il y a les 2 premiers. Ouais, exactement. Donc ça, c'est les 2 premiers avec lui. Et puis après, j'ai fait d'autres projets plus variés. Alors attends, j'ai juste une petite question en termes de prix. Tu es sur quel ordre de prix déjà pour démarrer? Alors moi, je ciblais des villes à moins de 2000 € du mètre carré à l'achat.
En plus, sur ces 2 premiers projets, on a fait pas mal de travaux. Donc à l'achat, on était sur environ 1200, 1300 euros du mètre carré, plus environ 300, 400 euros du mètre carré de travaux. Donc sur un produit fini à 1600, 1700 euros du mètre carré. Ok, c'est bien précis, c'est parfait, on aime bien. Ok, donc ça marche. Là les 2 premières opérations. Tu as déjà eu des petites galères sur ces 2 premières opérations? Il y a eu un truc dont tu te rappelles qui t'a marqué? On a eu pas mal de galères, ne serait-ce que sur ces premiers projets. Typiquement, si on prend la colocation de 6 chambres, on a fait toutes les diligences nécessaires avant de passer à l'achat, donc vérification des PV d'assemblée générale, du carnet d'entretien de l'immeuble, des vérifications sur la ville, etc. On était jeunes, on avait 23 ans, donc on n'avait pas forcément une épargne énorme de côté. On venait de commencer à travailler, on avait 6 mois, 1 an de... Mais déjà, ton projet, il est bien ficelé, tes due diligences sont menées, donc normalement il n'y ça a, va. pas trop d'erreurs. On a fait passer plusieurs artisans pour comparer les devis, donc on était assez sérieux de ce côté-là. On fait les travaux, tout se passe bien, le budget des travaux ne déborde pas. On est dans les temps, on arrive à être prêt pour la rentrée, c'est un moment important quand tu fais la colocation. 6 mois après le démarrage de la colocation, donc on n'est pas à un niveau de trésorerie énorme parce qu'on a dû boucler la fin du projet, etc. Se vote à l'Assemblée Générale des copropriétaires un changement de toiture. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait très mal, d'autant plus qu'on est dans une petite copro, donc forcément la part qui nous incombe, en plus c'était sur la colocation de 6 chambres, 140 mètres carrés, c'était une belle surface. Ah oui. Donc plus t'as de surface, plus t'as de tantièmes, plus quand c'est voté, et bien ça coûte cher. Exactement, donc on se retrouve à devoir sortir près de 15 000 euros à 6 mois après le lancement du projet. Donc un effort supplémentaire qu'on a dû se structurer pour faire face à ça. En pratique, il lisse. D'autant plus que même si tu lis les 3 derniers PV d'AG, même si tu appelles le syndic, en fait ils ne nous ont pas donné de signaux sur ce changement de toiture à venir. Donc c'était une grosse surprise, une grosse douche froide. Et même si on a voté contre et qu'on a fait tout notre possible pour essayer de décaler cette décision d'un an ou deux, ça n'a pas suffi. Et donc on a dû trouver les moyens de pouvoir payer, de sortir ces 15 000 euros pour faire le changement de toiture. Effectivement, on s'en rappelle, les 15 000 euros qui te tombent sur le coin du nez. Donc ça, c'est les 2 premières opérations. Et après, je suppose que tu as dupliqué. Oui, j'ai dupliqué, j'ai essayé de me diversifier. J'avais envie de faire d'autres types de projets aussi plus personnels, sans forcément être toujours dans la même structure qu'avec mon associé. J'ai décidé de changer de ville. Pour connaître mon marché, j'ai décidé de partir sur une première transaction d'une taille raisonnable. On était sur un grand studio que j'ai transformé en T2, 38 mètres carrés, à peu près 1200 euros du mètre carré à l'achat. Donc on n'est pas sur une transaction qui est d'un montant si énorme que ça. On était sur 50 000 euros d'acquisition et à peu près 5 à 10 000 euros de travaux. Et ça m'a permis de me faire la main sur un projet où j'étais vraiment seul au pilotage, via aussi une SCI. Et finalement, quand j'ai présenté ce projet-là, j'ai dit tout de suite à la banque que c'était pour connaître le marché, pour me faire la main un petit peu seul, et que si je transformais l'essai et que le résultat était à la hauteur des attentes, je retournais les voir pour passer sur plus gros, en l'occurrence un immeuble de rapport. Le premier projet s'est bien passé, j'ai pu faire les travaux dans les temps impartis, le mettre à la location avec un loyer qui correspondait aux attentes et aux projections financières que j'avais partagées à la banque. Et donc ça m'a permis de passer un peu à l'échelle, de retourner voir la banque avec ce qu'on appelle couramment le track record, c'est-à-dire l'historique de ce qu'on a pu faire sur la dernière année, de montrer que ça se passait bien. En plus, c'était dans la même banque, donc ils avaient accès au relevé de compte, et donc ils voyaient les arrivées de loyer, le crédit qui passait, etc. Le sentiment de confiance s'était un peu installé entre nous, et j'ai pu leur présenter par la suite un projet un petit peu plus gros, mon premier immeuble de rapport, où là, on est sur 6 appartements de 55 mètres carrés, sur un projet beaucoup plus lourd. Et j'ai pu mettre à profit cette expérience pour pouvoir montrer mon sérieux. En plus, à côté de ça, sur mon job de salarié, j'avais aussi évolué, mon salaire avait un petit peu augmenté, et donc j'ai pu transformer l'essai aussi sur ce projet-là, 6 appartements d'un coup via mon premier immeuble de rapport. Donc là, on a les 2 premiers apparts, ensuite il y a le studio transformé en T2, l'immeuble de rapport donc de silo, et après t'as eu quoi comme OP? Et après, j'ai aussi décidé de monter une SCI de famille. Je ne suis pas forcément dans une famille d'investisseurs, vu que ça faisait quelques années que maintenant je commençais à investir. Finalement, en en parlant autour de moi, j'ai pu peut-être donner goût à mon cercle proche et on a décidé de créer une SCI de famille, de mettre à profit nos profils complémentaires pour se lancer dans l'investissement à plusieurs et transformer l'essai. Donc ça aussi, ça s'est bien concrétisé. Et après, je me suis aussi diversifié seul. J'ai commencé effectivement sur de l'habitation et j'ai pu aussi dupliquer quelques projets dans des murs commerciaux, donc sur des projets plus atypiques puisque la structuration est un peu différente. On n'est pas sur des baux d'habitation, on est sur des baux type 369 ou dérogatoires, on peut être assujetti à la TVA. Donc ça nécessitait un petit peu plus d'expertise, en plus le financement est différent. J'ai décidé de faire ces projets pour me diversifier. Je me sentais pas d'avoir les épaules pour commencer directement sur ce type de projet, donc ça s'est fait dans le temps, au bout de... Et en immobilier commercial, du coup, tu as acheté quoi? J'ai acheté 2 bureaux qui étaient vendus par un marchand de biens qui avait acheté un grand plateau, qu'il avait complètement refait et qu'il avait divisé en plusieurs bureaux. Donc il y en a un qui fait 45 mètres carrés et l'autre qui en fait 70. Sur les deux, il y en avait un qui était loué en 369, donc c'est le bail le plus classique et le plus sécurisant lorsque tu fais de beaux commerciaux.
et l'autre était en bail dérogatoire, c'est-à-dire que c'est une durée finie, un peu comme le bail mobilité quand tu fais de l'habitation. Et l'avantage, c'est qu'on était aussi à cash flow positif sur cette acquisition. Ça, c'est vrai que c'est un critère que je retiens sur chacune de mes opérations. C'est des gros montants, les biens en immobilier commercial? Non, encore une fois, j'ai toujours cette volonté de partir sur des premiers petits projets pour me faire la main. Et donc là, comme c'était ma première fois sur des murs commerciaux, on est sur un peu moins de 200 000 € d'acquisition. Donc des projets tout à fait accessibles, en étant à 8,5% de rendement net de charge. Et puis surtout en immobilier commercial, étant donné que le net de charge, on peut l'appeler le triple net, puisque par exemple la taxe foncière sur les locataires, etc. Donc il est encore plus important ce net. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on est sur un niveau de passivité qui est extrême, puisque lorsqu'on signe un bail 369, le locataire est en place pour un minimum 3 ans. Et donc ça nous laisse le temps de nous occuper à d'autres projets. On est d'accord. Alors que dans l'immobilier locatif, c'est pas toujours ça. Là, si tu nous donnes un peu montant valorisation de patrimoine, on est sur quelle ordre de grandeur? On est sur un peu plus d'1 million d'euros de patrimoine brut. Donc effectivement, après, il y a le crédit en face. Et j'essaye de boucler une deuxième acquisition assez importante, d'environ 500 000 €, ce qui ferait un gros jump sur le patrimoine brut. Voilà, mais donc on est sur à peu près 1 million d'euros de valorisation. Je prends vraiment le temps de faire des nets de parts, puisque j'investis en SCI, mais par exemple sur le projet avec mon ami, on est à 50-50. Donc sur ce type de projet, vraiment, je considère la moitié du projet qui m'appartient. Oui, d'accord, ok, ça marche. Et alors en termes de loyer, un peu de cash par mois? Par mois, on vient de passer le cap symbolique des 10 000 € de loyer par mois. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand tu regardes le total en bas de ta feuille Excel. Donc après, attention, c'est toujours des loyers charges comprises. Donc entre-temps, il y a toutes les charges, surtout quand tu fais du meublé et que tu te proposes des forfaits tout compris avec électricité, internet, etc. Il faut bien netter ça dans les 10 000 € par mois. Puis après, il y a tout le remboursement des crédits. Mais j'ai veillé à faire à chaque fois des investissements à cash flow positif. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'apporter en rythme de croisière de l'argent sur ces projets. Donc ça me permet à la fois de rembourser les crédits et de me dégager un petit peu de trésorerie pour pouvoir réinvestir. Et du coup, en net approximatif, tu as une idée ou pas? Aujourd'hui, on est sur à peu près un petit SMIC par mois net, tout en étant assez prudent sur la gestion, c'est-à-dire que je provisionne aussi pour la gestion courante. Sur l'immeuble de rapport, comme je suis propriétaire de la toiture, des murs, etc., je veille à provisionner chaque mois une petite somme pour le jour où il y a besoin de changer la toiture. Puis je suis peut-être un petit peu traumatisé. C'est traumatisé par la toiture. Traumatisé de la toiture, donc je veille à, sur chacun des projets, provisionner une certaine somme. Je comprends. Mais c'est bien, c'est safe. Et de toute façon, c'est aussi de par ton job que tu as un profil assez safe. Et heureusement qu'il n'y a pas que des têtes brûlées. J'imagine aussi que tu as une belle potentielle, une plus-value latente à venir, puisque tu as fait des belles opérations quand même. Tu as une idée un peu du montant qui pourrait sortir de plus-value? On est sur à peu près 250 à 350 000 € de plus-value latente. C'est vrai qu'il y a deux leviers. Il y a le levier des travaux. Comme tu le sais, dès qu'on fait des travaux, c'est vrai que ça valorise plus que le montant des travaux. Donc on crée de la plus-value latente en faisant des travaux. Et le deuxième facteur, c'est la négociation à l'achat. Les bonnes affaires se font à l'achat. Et donc c'est vrai qu'on essaie d'acheter en dessous du prix du marché pour se créer aussi de la plus-value latente. Petite question, là sur les objectifs que tu vas avoir, autant à court terme qu'à long terme, est-ce que tu en as vraiment qui sont bien établis ou pas? Oui, à très court terme, j'essaie de terminer une acquisition. Donc sur la fameuse des 500 000. Voilà, un nouvel immeuble assez important. Donc ça va m'occuper sur ces prochaines semaines. Et après, plus j'évolue sur mon parcours d'investisseur, plus j'affine un petit peu mes critères de recherche. Aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche d'une certaine passivité. Et donc, je me concentre sur des lots qui sont un petit peu plus grands en termes de surface. Là où sur les premières acquisitions, je me concentrais sur des studios, des petits T2, etc. Aujourd'hui, j'essaye d'agrandir ces surfaces puisque comme ça, les locataires peuvent rester plus longtemps. Je veille à, pour l'instant, garder la gestion en direct et donc ça me prend un petit peu moins de temps. Et donc l'objectif, c'est de partir sur des deals de plus en plus gros et de plus en plus passifs. Je suis d'accord à 300% avec toi. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'il y a un roulement qui se fait avec les investisseurs immobiliers. C'est que quand tu démarres, tu achètes beaucoup de la petite surface. Et moi, j'en ai plein aussi des petites surfaces. Tu gardes, je sais pas, 3, 4, 5 ans, un peu plus. Et après, t'en as marre parce que la petite surface, c'est là où tu as le plus de turnover. C'est rentable. Tu récupères un max de cash. Mais c'est aussi assez chronophage en termes de gestion. Donc tu as un roulement où tu te dis, bon, allez, je revends toute la petite surface. Donc ça revient sur le marché. Et là, ça va atterrir dans les mains à nouveau de petits investisseurs qui vont se former, etc. dessus. Et toi, tu as envie de quelque chose qui tourne un peu plus sans avoir le téléphone qui sonne sans arrêt, il y a X choses à gérer, etc. Les petites galères du quotidien où tu as envie d'être un peu plus tranquille, quoi. Tout à fait. Et ça rejoint une notion d'arbitrage de patrimoine qui est très importante quand on avance dans son parcours d'investisseur. C'est vrai qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte lorsqu'on fait de nouvelles recherches de financement, et notamment le niveau d'encours, la plus-value latente, etc. Et parfois, faire des arbitrages sur ses premières acquisitions, ça permet de faire un pas en arrière pour en faire deux en avant, et donc de pouvoir partir sur du plus gros deal qui correspondent à nos nouveaux critères de recherche. Tout à fait. Je
suis d'accord avec toi. Moi, c'est aussi une stratégie sur laquelle je suis en train de regarder pour le projeter. Et c'est d'autant plus important de le regarder aussi quand on est en SCI, puisqu'il y a d'autres enjeux qui découlent du temps. Donc oui, l'arbitrage, c'est important. Ouais. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire particulièrement? Tu as calé un petit peu ce que tu voulais, le parcours de vie que tu voulais sur elle, ou pas du tout, et tu avances comme ça? J'ai pas une personnalité ou même plusieurs en tête. Par contre, j'ai plutôt des profils qui m'inspirent beaucoup, notamment des profils de personnes qui ont pu créer très rapidement des grosses structures, des startups à succès. Parce que je trouve que ça nécessite pas mal de capacités pour structurer des équipes, structurer des levées de fonds, réussir à parler à plein d'acteurs différents, à réagir très vite, à prendre des décisions sans forcément avoir tout en tête et naviguer parfois à vue et réussir à mener sa barque à bien. Je dirais que c'est plutôt ce type de profil qui m'inspire. Ouais, je comprends tout à fait. D'accord, ça marche. Pour conclure cette petite interview, j'ai encore une question. Quelles ont été tes plus grosses difficultés hors les 15 000 euros de toiture? Celles-là, on les a bien notées. Dans ce parcours, autant, je dirais, des difficultés peut-être psychologiques, ça peut être compliqué, que entrepreneuriales, dans l'IMO, voilà, qu'est-ce que tu retiens? Une des difficultés majeures, c'est que j'ai déjà un travail qui est très prenant et auquel je suis attaché, qui m'oblige à être très souvent en présentiel au travail. Et donc, quand il s'agit de devoir appeler le banquier, appeler l'expert comptable, appeler le notaire ou se déplacer pour faire des visites, il faut être très vigilant sur son équilibre vie pro, vie perso, parce que déjà, c'est pas facile de faire son travail dans un temps raisonnable. Faire en plus des projets IMO à côté, ça demande une organisation très rigoureuse. Et pour autant, il faut veiller à se conserver des temps off pour réussir à tenir dans la durée. Moi, c'est peut-être ça ma difficulté, c'est réussir à veiller cet équilibre pour tenir dans la durée et réussir à avancer sur ces projets en ayant un travail qui prend pas mal de temps. Et puis en plus, je suppose que tu as une vie perso, peut-être une femme, une conjointe, donc c'est d'autant plus compliqué de gérer le taf, la vie perso, la chérie, voilà, la vie d'investisseur. C'est aussi pour ça que j'avais quitté mon job à un moment, parce que j'avais l'impression d'être un imposteur auprès de moi-même et d'avoir trop de vie en même temps, j'arrivais plus à gérer. Et je pense qu'à un moment, tu vas aussi... Et tu te le dis déjà peut-être, que c'est chaud au quotidien, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. En fait, mon pourquoi, il est vraiment ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'épanouis dans mon travail, je fais un travail qui me plaît. Pour autant, peut-être que ça va pas durer encore 10-15 ans. Et donc, j'aimerais pouvoir continuer à faire ce que je veux dans la vie, continuer à travailler, mais travailler sur des projets plus personnels, qui me plaisent, être maître de mes décisions et donc de ne plus avoir de contraintes financières. Ça rejoint la notion d'indépendance financière qui est très récurrente dès qu'on se renseigne sur du contenu en immobilier. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire quitter mon travail dès que je peux. Ça veut dire finalement pouvoir le faire sans avoir aucune contrainte financière derrière. C'est le luxe en fait, avoir un luxe de choisir quoi. Ça va venir, hein, ça va venir. Peut-être une petite phrase, une petite citation, un truc qui te vient en tête. J'ai mon côté très cartésien qui m'a fait aimer un résultat mathématique que j'ai vu passer sur un post sur les réseaux sociaux. C'est 1 puissance 365 égale 1, mais 1,01 puissance 365, ça fait, je sais plus combien, mais ça fait beaucoup. Et ça montre qu'en fait, en faisant des petits pas chaque jour, à la fin de l'année, tu obtiens de gros résultats. Et ça, c'est quelque chose que je veille à maintenir, c'est-à-dire que chaque jour, même si j'ai une journée au travail qui est exécrable, qui est très longue, j'essaye d'avancer, ne serait-ce que faire un mail sur un projet en particulier, pour me dire que j'avance un petit peu chaque jour, et que finalement, à la fin de l'année, j'aurais pu faire pas mal de choses. C'est excellent, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que parfois on peut en plus s'auto-flageller en se disant qu'on n'avance pas assez, qu'on fait pas ça, etc. Quand on se pose et qu'on se dit j'ai quand même fait ça et ça aujourd'hui, et ça et ça a cumulé, hein, c'est l'effet cumulé et l'effet boule de neige au quotidien, et ça donne de grandes choses, donc c'est aussi ce qu'on va retenir. Merci beaucoup Vincent. C'est toi Emeline. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.